Nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027. Ce texte, disons-le tout de suite, a un parcours peu commun. L'Assemblée nationale l'a rejeté en première lecture il y a un an, puis le Sénat l'a adopté en novembre dernier en prévoyant une trajectoire de rétablissement des finances publiques plus ambitieuse que celle qui était proposée par le gouvernement. La commission mixte paritaire a échoué à parvenir à un accord le 15 décembre dernier. Puis le texte est entré dans une sorte de sommeil. Le gouvernement, monsieur le ministre, qui nous expliquait, et nous explique toujours d'ailleurs, que ce texte est essentiel, n'a en réalité rien fait pour tenter de trouver un compromis malgré de nombreuses déclarations d'intention. C'est en effet seulement à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire 9 mois après l'échec de la CMP, que le gouvernement a demandé à l'Assemblée nationale de se prononcer en nouvelle lecture. Ce qu'elle n'a véritablement pas eu le temps de faire puisque le gouvernement a mis un terme au débat en engageant sa responsabilité pour faire adopter le texte sans vote en application de l'article 49.3 de la Constitution. Court-circuitant ainsi les débats devant l'Assemblée nationale, vous imposez, monsieur le ministre, un texte qui ne paraît pas plus satisfaisant qu'il ne l'était en première lecture. Alors je commencerai d'abord par ce qui est le fondement même d'une loi de programmation des finances publiques, à savoir les hypothèses macroéconomiques et la trajectoire des finances publiques. Les prévisions macroéconomiques sur lesquelles est assise la trajectoire de votre gouvernement paraissent toujours trop optimistes. Pour la seule année 2024, je rappelle que la prévision de croissance du gouvernement est de 1,4%. La Banque de France prévoit, elle, plus 0,9% et le consensus des économistes, plus 0,8%. Vos prévisions jusqu'en 2027, monsieur le ministre, reposent sur une combinaison d'hypothèses toutes favorables. Les planètes s'aligneraient comme par enchantement. Investissement élevé des entreprises, contribution positive du commerce extérieur, retour à un taux d'épargne qui était celui d'avant-crise, etc., etc. Mais, monsieur le ministre, l'actualité internationale récente nous indique pourtant, encore une fois, à quel point, en matière de prévision économique, la prudence est de mise. Au-delà même d'ailleurs du manque de crédibilité de ce scénario, les objectifs de déficit de votre texte paraissaient en deçà de ce qui est nécessaire pour rétablir nos comptes. Certes, la cible est légèrement plus ambitieuse qu'en l'an dernier, vous l'avez dit, avec un déficit à 2,7 points de PIB pour 2027, mais le seuil des 3% ne serait pas atteint avant 2027. Nous serions ainsi le plus mauvais élève de l'Europe, en quelque sorte le bonnet d'âne, et nous risquerions une procédure de déficit excessif. Le texte du gouvernement, qui est donc considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, n'a donc tenu aucun compte du vote du Sénat en première lecture. Il n'a pas non plus repris le vote du Sénat qui alignait l'effort de redressement de l'État sur celui des collectivités territoriales hors mesures exceptionnelles. Et en effet, à part la suppression bienvenue des nouveaux contrats de Cahors dont nous nous réjouissons, le texte résultant du 49.3 est en substance le retour à la copie initiale du gouvernement. Autant vous le dire, je le déplore. Par ailleurs, le texte qui nous est transmis en nouvelle lecture porte d'une certaine manière la marque d'une improvisation. Ainsi, aux articles 12 et 17 qui fixent les plafonds de dépenses pour le budget de l'État et les objectifs pour les administrations de sécurité sociale, le gouvernement a ajouté en nouvelle lecture 2 alinéas qui nous interpellent. En plus des dispositions classiques contenues dans ces articles et prévues par la LOLF, ces 2 sortes de verrues semblent dire « Écoutez, ne tenez pas compte des chiffres qui précèdent, nous ferons 6 milliards d'euros d'économies en plus en 2025, 2026 et 2027 sur chacune des 2 catégories d'administration publique. » Après tout, pourquoi pas? Mais rien n'est dit sur l'origine de ces économies. Il est en particulier douteux, monsieur le ministre, qu'elles puissent découler des revues de dépenses qui n'ont été que très peu productives cette année, malgré, je dirais, l'importante communication faite à leur sujet. Il est également douteux qu'elles soient conformes aux dispositions de la LOLF et en tout état de cause, elles nuisent considérablement à la clarté de notre débat. Par ailleurs,
le gouvernement inscrit ces économies théoriques en loi de programmation, tout en déposant, je le note tout de suite, des textes financiers pour 2024 qui voient la dépense publique, monsieur le ministre, progresser de plus 2,2% hors mesure de crise. Je dis bien plus 2,2%. Où sont les économies? De même, votre version de la loi de programmation propose la stabilité des emplois de l'État et de ses opérateurs, alors que le PLF 2024 prévoit 8 200 postes supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 11 200 postes supplémentaires déjà prévus en PLF 2023. En clair, le gouvernement ne tient pas les engagements qu'il se propose à lui-même. Allez comprendre. Monsieur le ministre, à force de ne pas faire ce que vous dites et de ne pas dire ce que vous faites, non seulement les comptes de la France ne sont pas tenus, mais les Français ne s'y retrouvent pas. Vous ne priorisez rien, en annonçant d'ailleurs vouloir financer tout ou presque. À chaque jour, une annonce nouvelle dont l'unité de valeur est souvent le milliard. Vous parlez de sérieux budgétaire et vous faites exploser la dette de la France, tout en renvoyant aux parlementaires, vous venez de le faire encore, la responsabilité de faire des économies. C'est le monde à l'envers. Tout cela est d'ailleurs très nuisible à notre société à l'heure où les Français attendent des choix clairs, avec un cap cohérent, définissant les efforts à réaliser et les perspectives d'amélioration attendues pour notre pays et pour les Français eux-mêmes. C'est pourquoi la Commission des finances n'a pas simplement rejeté votre texte. Elle l'a aussi modifié en nouvelle lecture et en toute responsabilité. Elle propose au Sénat d'adopter une position claire et ambitieuse dans le droit fil de son vote en première lecture l'année dernière. Le texte qui vous est proposé prévoit ainsi une diminution annuelle en volume de 0,5% des dépenses des administrations centrales, hors charge de la dette et hors coût des dépenses engagées pour faire face aux crises. Ainsi, l'effort de redressement de l'État serait réel et non essentiellement porté par la disparition progressive et inéluctable des mesures de crise. Et surtout, cet effort serait équivalent à celui demandé par le texte qui nous a été soumis pour les administrations locales. Il permettrait enfin de franchir le seuil d'un déficit inférieur à 3% du PIB dès 2025 et non 2027. Outre cette trajectoire, sur plusieurs points, nous avons, quand c'était opportun, conservé les avancées intervenues à l'Assemblée, mais repris également plusieurs modifications adoptées en première lecture ici au Sénat et qui avaient disparu du texte. C'est notamment le cas pour l'évolution de l'emploi public à l'article 10, l'encadrement des dispositifs d'aide aux entreprises à l'article 15, la mise en réserve de l'Ondam à l'article 19 et l'évaluation de l'action publique à l'article 21. Vous insistez, monsieur le ministre, sur la nécessité d'adopter cette loi de programmation pour pouvoir bénéficier des versements européens du plan de relance, comme si le contenu de cette loi n'avait guère d'importance, mais que seule son adoption formelle comptait. Je crois pour ma part, à la veille de la 50e année consécutive de déficit budgétaire de l'État français, qu'il faut surtout adopter un texte qui trace une véritable perspective pour le rétablissement des finances publiques et qui préserve les marges de manœuvre dont nous avons tant besoin pour financer en effet la transition écologique, les mutations économiques, la préservation de notre modèle social et pour faire face à toutes ces crises que le pays ne manquera pas de rencontrer à l'avenir. Je souhaite donc que vous écoutiez la voix du Sénat et les choix qu'il propose, monsieur le ministre. Après le rejet de votre texte par l'Assemblée nationale, puis un 49.3, le texte que nous vous soumettons aujourd'hui est le seul, je dis bien le seul, qui a été voté par la représentation nationale. Ne pas en tenir compte serait une faute politique. Ne pas en tenir compte et repasser en force avec le même texte en 49.3 à l'Assemblée nationale serait une erreur coupable. Ne pas en tenir compte confinerait l'attitude du gouvernement à une forme d'entêtement aveugle, refusant d'entendre la voix de la raison qui s'exprime au Sénat. Ne pas en tenir compte consacrerait une réalité, celle d'un gouvernement qui ne veut pas rétablir les comptes publics de la France. Alors, monsieur le ministre, écoutez le Sénat. C'est à la fois une invitation et un conseil amical. Je vous remercie.